Quelques extraits de livres par Jeff en audio. Se souvenir du futur, guider son avenir par les synchronicités. Romuald Leterrier et Jocelyn Morrison. Préface de Philippe Guillemont. À la mémoire de Michel Cazenave. Une mémoire qui n'opère que dans le passé n'a rien de bien fameux, déclara la reine. Lewis Carroll, de l'autre côté du miroir. Préface. Se souvenir du futur? Quelle drôle de suggestion, à première vue. Plutôt sympathique, au demeurant. Mais qui pourrait vite faire passer celui qui l'agite pour un dingue, s'il n'a pas l'air de plaisanter? Car évidemment, comment se souvenir d'un futur qui n'a encore jamais été vécu? Il faut aller chercher plus profond, sous la logique trompeuse que les mots peuvent transporter lorsqu'on ne détecte pas que leur contexte implicite de pensée est erroné, pour comprendre le bien fondé de cette suggestion. Autrement dit, il faut sortir de la boîte du mental, aveuglé par une croyance qui donne l'impression que cette proposition est fausse, pour comprendre à la lumière d'une réalité plus juste qu'il s'agit au contraire d'une profonde vérité. De grands esprits, comme Einstein ou Nietzsche, l'ont fait en remettant en question notre vision d'un futur qui n'existe pas encore. Ils se sont positionnés dans la perspective d'un futur déjà réalisé, c'est-à-dire déjà présent quelque part à nous attendre. Nietzsche est même allé jusqu'à affirmer que notre avenir exerce son influence sur nous, même lorsque nous ne le connaissons pas encore, c'est-à-dire en l'absence d'un souvenir du futur. Car, selon lui, c'est notre avenir qui détermine notre présent. Si Einstein n'est pas allé aussi loin, aujourd'hui ce sont d'illustres physiciens qui abondent dans le même sens, en affirmant que le futur et le passé ont le même statut et que les lois de la physique fonctionnent dans les deux sens du temps, ainsi que la causalité. Si cette nouvelle vision spatiale du temps n'atteint toutefois pas encore un véritable consensus en physique, au point de sensibiliser le grand public ou la politique, ce n'est pas tant faute d'arguments en sa faveur, lesquels abondent de toutes parts, que parce qu'elle se heurte à l'inertie d'un système enfermé dans des dogmes qui perpétuent l'ancienne croyance, celle d'un temps qui présiderait à la création dans le présent de notre futur immédiat. Si l'on sait au contraire relativiser ces dogmes, alors la physique toute seule nous conduit devant l'évidence que notre futur ne nous attend pas pour se structurer en notre absence, et la seule question qui subsiste réellement est de savoir dans quelle mesure il pourrait ne rester que partiellement configuré, et donc encore susceptible de nous laisser une part de libre arbitre. Je ne vais pas développer dans cette préface les réponses à cette question, que j'ai proposées dans mes propres livres et conférences, et qui se résume sous l'intitulé de « Théorie de la double causalité » ou encore « Théorie de l'espace-temps flexible ». Car si les auteurs de ce livre m'ont demandé de rédiger cette préface, c'est justement parce qu'ils s'appuient sur cette théorie et qu'ils l'ont reformulée à leur manière et avec grand talent dans leur livre. Avant d'entamer sa lecture, je m'attendais d'ailleurs à n'y découvrir que des idées avec lesquelles j'étais déjà familiarisé, qu'il s'agisse des miennes ou de celles des auteurs que je pensais déjà connaître, car j'ai déjà eu de nombreuses discussions avec eux. Quelle n'a donc pas été ma surprise de me retrouver passionné par sa lecture, au cours de laquelle chaque page m'a apporté un nouveau regard sur le futur paradigme que nous enrichissons ensemble. Je me suis même parfois senti dépassé par le degré de maturation de mes propres idées auxquelles les auteurs sont parvenus, et que Romuald en particulier a pu acquérir grâce à sa pratique, inspirée en premier lieu de sa propre transformation intérieure, liée à un changement de vie, et en second lieu par les stages qu'il a organisés, et durant lesquels il a tenté de faire vivre aux participants les fameuses boucles de rétroaction temporelle dont il est question dans cet ouvrage. Il m'a personnellement fallu des années pour intégrer ce concept, selon lequel la présence du futur implique que nous puissions d'une certaine manière jouer avec lui,
car entre la compréhension intellectuelle que j'avais de cette possibilité à l'origine et l'intégration intuitive et émotionnelle qui s'en est suivie, peu à peu au cours des années, il y a un fossé difficile et long à traverser pour la grande majorité d'entre nous. Il me semble donc utile d'y revenir pour faciliter l'intégration des informations à la fois puissantes et fascinantes qui sont données dans ce livre. La faisabilité d'une boucle de rétroaction temporelle mettant en jeu des relations à double sens entre présent et futur repose sur 5 prémices de la théorie de la double causalité, qu'on peut résumer ainsi. 1. Notre futur est déjà réalisé. 2. Il peut changer. 3. L'intention excite un nouveau futur. 4. Celui-ci influence le présent. 5. L'attention le fait rentrer dans la réalité. Et le tour est joué, pourrait-on dire, si c'était aussi simple. Bien évidemment, ça n'est pas le cas, car 2 facteurs contribuent à rendre tout cela très délicat. D'une part, les conditionnements qui nous enferment en nous empêchant d'exercer le libre arbitre que ces boucles temporelles impliquent, et d'autre part, le fait qu'elles s'inscrivent dans une durée plus ou moins longue au cours de laquelle il sera indispensable d'avoir lâché prise, c'est-à-dire littéralement oublié que l'on était en train de jouer avec son futur. La meilleure façon, à mon sens, de comprendre mentalement la possibilité que nous puissions jouer avec notre futur est de prendre l'image du GPS. L'ensemble de nos futurs probables, aujourd'hui décrits par la physique sous la forme d'un multivers quantique, peut être visualisé comme un territoire à explorer durant la randonnée que constitue tout le reste de notre vie. On peut y adjoindre la métaphore de l'arbre de vie qui va correspondre à l'ensemble des chemins qui rendent possible la traversée de ce territoire. On peut alors représenter notre futur déjà réalisé au sein de ce territoire par le tracé d'un GPS qui nous dévoilerait les itinéraires que nous avons à emprunter pour atteindre une destination qui nous échappe encore. Et c'est bien là le problème. Le conditionnement dans lequel nous sommes enfermés n'est alors rien d'autre que la tendance que nous avons à suivre naturellement les instructions qui nous sont données par le GPS. Et la difficulté que nous pouvons avoir à jouer avec notre futur, faute de savoir lâcher prise, n'est rien d'autre que notre incapacité à ressentir pourquoi, à certains croisements, nous gagnerions à ne pas écouter notre GPS pour emprunter une autre voie que celle qui nous est indiquée. Mais pour refuser d'écouter la dame qui nous dit d'aller tout droit, en tournant par exemple à gauche, il nous faut a priori une bonne raison. Cependant, est-ce bien la raison qui devrait intervenir dans cette affaire ? Certainement non, car la raison exige l'intellect. Or, ces 2 aspects du mental sont, tout comme le cerveau, prisonniers du temps, c'est-à-dire sous le contrôle de la dame qui a déjà prévu toutes les réflexions que nous pourrions nous faire devant toutes ces bifurcations, en vertu du déterminisme cérébral qu'elle incarne et qui affecte toutes nos pensées, ne nous laissant plus qu'un libre arbitre illusoire. C'est donc autre chose que le cerveau, le mental, qui doit intervenir dans la perspective que notre futur puisse changer, parce qu'on parviendrait à transgresser les instructions de notre GPS. Et c'est bien évidemment la conscience elle-même en tant qu'entité tout à la fois corrélée au cerveau, mais bien distincte de lui, qui pourrait réaliser cette transgression à condition d'apprendre à se débarrasser de 3 sources de conditionnement: mental, les croyances, émotionnel, les jugements, et énergétique, l'ego, qui permettent à notre GPS de bien stabiliser son tracé dans notre espace-temps futur. Toute la préface ne sera pas donnée dans cet extrait. Introduction. Ce livre va parler de synchronicité, de rétrocausalité, d'archétypes, de conscience dans différents contextes, chamaniques, psychologiques, physiques, spirituels, et explorer les voies conduisant à la maîtrise de son existence, dont le pouvoir transformateur est colossal à la fois pour l'individu et pour la société dans laquelle il évolue. Ces notions peuvent sembler complexes, techniques, voire ésotériques, pour certaines d'entre elles. Aussi, rien ne vaut l'illustration par l'exemple afin d'y plonger directement en sachant que si l'eau peut paraître fraîche au début, il se révèle rapidement qu'en réalité, elle est bonne. Le lundi 21 mai 2018, je rentrais tout juste d'une conférence donnée dans une ville du sud-ouest, et je réfléchissais aux améliorations à lui apporter pour la nouvelle conférence que je devais donner quelques jours plus tard dans une autre ville du sud-est, cette fois-ci. Les retours que j'avais eus m'incitaient à être plus explicite sur certaines notions abordées et à donner des exemples concrets. En tondant ma pelouse, cet après-midi-là, je repassais la conférence dans ma tête et pensais à l'archétype de l'unus mundus, le monde un, que Carl Gustav Jung a proposé comme modèle de l'inconscient,
à partir de l'œuvre de l'alchimiste de la Renaissance Gérard Dorn. Les concepts jungiens d'archétype et de synchronicité sont intimement liés à celui d'un unus mundus, puisqu'il est le cadre, l'unité sous-jacente d'où provient l'archétype et dans laquelle se réalise la synchronicité, à la jonction des dimensions psychiques et matérielles de l'existence. Dans la psychologie jungienne, l'archétype est un motif psychique inconscient, un modèle, une forme de représentation donnée a priori, qui renferme un terme universel structurant la psyché. Ce thème est commun à toutes les cultures, mais il se présente à la conscience sous des formes symboliques diverses. Le soleil, comme imago Dei, l'homme en tant qu'image de Dieu, la lumière, la mer, l'ombre, la persona, le masque social, l'anima, par féminine de l'homme, et l'animus, par masculine de la femme, et bien sûr le soi, avec un grand S, archétype de la totalité de l'être abouti, sont quelques-uns des archétypes récurrents de l'œuvre de Jung. J'ai pensé que le meilleur exemple à donner d'une synchronicité était celui qui en est pour le coup l'archétype au sens commun, à savoir l'histoire du scarabée d'or, et de raconter ensuite ma propre rencontre synchronistique avec un scarabée d'or. Rappelons, pour ceux qui l'ignoraient, que l'histoire est celle d'une patiente en analyse très cartésienne, qui rapporte à Jung un rêve dans lequel elle reçoit en cadeau un scarabée d'or, scarabée sculpté égyptien. Jung entend alors un léger choc contre sa fenêtre. Il l'ouvre et recueille dans sa main un scarabée doré. « Le voilà, votre scarabée, déclare-t-il, et l'épisode va provoquer un déblocage dans la cure de cette patiente en perforant son rationalisme. Pour ma part, je me trouvais quelques années auparavant avec notre ami Philippe Guimand pour commencer à travailler sur son deuxième livre, La physique de la conscience, qui traite lui aussi largement des synchronicités. Avant de démarrer le premier entretien, nous prenions un petit déjeuner dehors et avions commencé à parler d'insectes, de leurs éventuelles nuisances, puis de leur présence plus ou moins gênante dans les maisons, etc. En remontant dans ma chambre pour aller chercher mon dictaphone, j'ai eu la surprise de tomber, au milieu du couloir, sur un splendide scarabée doré, dans les tons jaunes tels que je n'en ai jamais vu, car ceux de ma région sont plutôt dans les tons verts. Celui-là se rapproche donc encore plus du scarabée de Jung et m'offre une belle synchronicité dont il est le symbole même, puisque c'est le sujet dont nous allons parler avec Philippe et qui va nous amener à tout le reste, ce qui place notre futur livre sous les meilleurs auspices. Cette synchronicité illustre parfaitement le lien de sens et non de cause qui s'établit entre une pensée et un événement quasi simultané dans la réalité matérielle, selon la principale définition qu'en a donnée Jung. Mais nous reviendrons plus loin sur ces questions de définition. J'avais donc décidé, en tondant ma pelouse, que lors de ma prochaine conférence, je raconterai l'histoire du scarabée de Jung, suivi de ma première vraie rencontre avec un scarabée jaune doré, lors de cette synchronicité chez Philippe Guimand. Pour autant, le meilleur était à venir, car cette histoire ne fait que commencer. À la fois satisfait d'avoir tondu ma pelouse et pris la décision de raconter cet épisode lors de ma prochaine conférence, je cède à un réflexe fâcheux consistant à me saisir de mon smartphone pour consulter Facebook. Les bras m'en tombent, presque, quand je vois le premier « post » entre guillemets s'afficher dans mon fil d'actualité. À 900 km de là, Romuald raconte qu'il était en train d'écrire pour le livre que vous tenez entre les mains sur une de ses propres anecdotes, qui met en scène un scarabée, et que, au moment même où il écrivait le mot coléoptère, il a senti quelque chose se poser sur son épaule en bourdonnant. Il a alors récolté dans sa main un splendide scarabée doré, le fameux Cetonia aurata, cétoine dorée ou hanneton des roses, l'emblème du phénomène synchronistique. À cette époque, nous avions tout juste commencé à travailler sur le livre, et Romuald n'avait rédigé que quelques pages destinées à coucher par écrit ses souvenirs d'expériences les plus saillantes. Je m'empresse alors de commenter son message et la belle photo du scarabée en écrivant que je venais quelques instants plus tôt de penser au scarabée dans le contexte de ma synchronicité jungienne chez Philippe et que j'y vois donc là aussi un très bon présage pour notre futur livre. Or, tout en écrivant mon message, je remarque un bourdonnement derrière ma tête et pense naïvement à un bourdon, voire un frelon. Je n'y prête pas davantage attention, tout absorbé que je suis à commenter cette déjà extraordinaire synchronicité,
Mais en me retournant quelques instants plus tard, je constate qu'un scarabée doré a heurté ma fenêtre et attend sagement sur le dos, à l'entrée de mon salon, agitant doucement ses pattes, tel l'insecte kafkaïen, que je le remette à l'endroit. Je comprends alors que c'est lui, selon toute vraisemblance, que j'ai entendu bourdonner quelques secondes plus tôt quand j'écrivais mon message. Simple hasard ? Le problème des synchronicités est qu'elles font sens pour celui qui les vit, mais qu'elles sont souvent difficiles à partager car elles s'accompagnent précisément d'un contexte psychique qu'il est peut-être délicat de décrire. J'ai souvent vu des cétoines dans mon jardin, car elles sont friandes notamment de fleurs de Pyracantha, et le printemps est une époque normale pour en observer. Mais il se trouve que je n'en ai pas revu au cours de ce printemps ni au cours de l'été. Pour Romuald, c'était la première fois qu'il en voyait une dans son jardin, et il n'en a pas revu non plus par la suite. Quelles sont les probabilités pour que nous ayons tous les deux une cétoine dorée quasiment au même moment, alors que nous pensions tous les deux sans le savoir et dans des contextes différents à 900 km de distance au fameux scarabée de Jung? Elles sont bien sûr infimes, même s'il se trouvera toujours des fondamentalistes de la raison pour nous parler de simple hasard. N'épiloguons même pas sur le sens de ce mot, car il en sera beaucoup question dans la suite de ce livre, et nous allons y revenir dès cette introduction. Soulignons en revanche le côté sériel, répétitif et insistant de la synchronicité évoquée plus haut. L'un des premiers chercheurs à s'y intéresser, le biologiste Paul Kammerer, parlait d'ailleurs de sérialité à leur sujet. Et son biographe, l'écrivain Arthur Koestler, parlera plus tard de hasard signifiant. Si l'on ajoute en effet que ce lundi 21 mai était le lundi de Pentecôte, certains pourraient y voir en plus un effet de descente de l'Esprit Saint. Nous n'irons pas jusque-là, car cela ne correspond pas à notre grille de lecture. J'avance un petit peu plus loin, vers une révolution scientifique. Il s'avère en effet que les sagesses ancestrales des chamanismes et traditions spirituelles sont rejointes sur de nombreux points par les développements les plus pointus de la science contemporaine, comme si la boucle était en passe d'être bouclée et que nous allions enfin retrouver le sens perdu dans cette parenthèse matérialiste de quelques siècles dont on ne peut pas nier par ailleurs qu'elle ait permis un certain progrès. Les réflexions sur les notions de conscience, de matière, de hasard, de temps et d'espace révèlent notre immense ignorance, mais c'est aussi un progrès de la connaissance que d'en prendre acte. Par exemple, les travaux en physique quantique sur le phénomène d'intrication réalisés par Nicolas Gisin et Antoine Suarez ont montré que le hasard ordinaire, entre guillemets, n'est pas un vrai hasard, mais que le vrai hasard existe bel et bien et qu'il est impensable selon le titre du livre de Nicolas Gisin et qu'il est étroitement lié à la non-localité de l'espace, c'est-à-dire au fait que des influences entre objets s'exercent à distance et non de proche en proche selon les lois de la physique mécaniste. On donne souvent l'exemple d'un lancer de dés pour expliquer le hasard ordinaire. Ce lancer serait le résultat d'un déterminisme complexe de plusieurs microphénomènes qui se conjuguent, impulsion et cinétique, choc élastique, résistance de l'air, propriété de la surface, etc. De sorte que ce hasard apparent serait le fruit de notre ignorance de ces chaînes causales qui interagissent, mais il reste déterministe. Au contraire, le hasard vrai, selon Nicolas Gisin, est indéterministe et permet la non-localité sans communication. C'est un hasard ubiquitaire, capable de se manifester simultanément en plusieurs endroits de notre univers. Avec l'intrication des particules quantiques, si l'on touche l'un des deux objets, tous les deux tressaillent. Antoine Suarez parle d'une coordination immatérielle extérieure à l'espace-temps, vers un ordre sous-jacent du monde, tel que Jung l'avait magistralement pensé en adoptant et adaptant la notion alchimique d'unus mundus. Philippe Guimand pousse cette réflexion en réintroduisant le déterminisme abandonné par Gisin, mais en le faisant provenir du futur. Dans Le pic de l'esprit, il fait dire à ses personnages que ce qui n'est pas déterminé par le passé est déterminé par le futur, et c'est ce qui crée le hasard. Ainsi, le vrai hasard n'est pas du hasard, il vient d'un futur qui bouge. Le futur est déployé, mais il n'est pas figé. Et ce hasard, entre guillemets, permet aussi le libre arbitre, la créativité, la création. C'est ce hasard vrai que Romuald invoque quand il s'agit de jouer avec les boucles rétrocausales créées par l'intention. De son côté, le surréaliste André Breton
parlait d'un hasard objectif qui serait la forme de manifestation de la nécessité extérieure qui se ferait un chemin dans l'inconscient humain. Le psychologue québécois Jean-François Védzina a lui aussi exploré ces « hasards nécessaires » entre guillemets, dans lesquels le caractère apparemment aléatoire de certains événements renvoie finalement à l'idée d'un ordre supérieur ou sous-jacent au monde sensible. Dans le chapitre consacré à l'évolution, nous reviendrons sur cette alliance problématique du hasard et de la nécessité qui sert de fondement à la théorie synthétique néo-darwinienne de l'évolution des espèces. Hasard signifiant objectif, nécessaire, impensable, les intuitions de Kammerer à propos d'un ordre causal du monde avaient aussi été celles de Camille Flammarion, et tant Einstein que Freud les ont jugées nullement absurdes. Car en effet, même s'ils relèvent de l'invisible, de l'inaccessible au sens, il faut bien que cet ordre acausal sous-jacent au monde manifesté, mais qui agit d'une manière ou d'une autre sur son ordonnancement, est une existence objective. Et surtout, il faut penser son articulation, sa jonction avec le monde matériel. Les événements synchronistiques ont bien pour caractère essentiel qu'en eux, la dualité de l'âme et de la matière semble être abolie. J'avance encore à nouveau. Causalité rétrograde. Jung ne pouvait pas connaître les développements récents de la physique qui nous parlent du temps comme d'une illusion thermodynamique, qui renvoie là encore à notre situation d'ignorance de certaines informations, à notre perception limitée de l'univers. J'ai beaucoup travaillé sur cette idée et sur l'idée mathématique qui la soutient. Celle-ci doit montrer comment des phénomènes typiques liés au passage du temps peuvent émerger d'un monde atemporel, lorsque nous en avons une connaissance limitée, écrit ainsi le physicien Carlo Rovelli, dans L'ordre du temps. Ainsi le hasard ordinaire semble être un effet de notre ignorance des causes, et le temps un effet de notre ignorance du monde. Mais pour achever de poser le cadre conceptuel dans lequel s'inscrit notre cheminement, il faut finalement insister sur le problème difficile de la conscience, et encore d'autres analogies. Chapitre 1. Se souvenir du futur, un savoir chamanique. J'ai la mémoire courte, mais le futur ne s'oublie pas. Mathieu Chédid, chanteur et musicien. Au début des années 2000, je suis parti en Amazonie péruvienne pour comprendre le savoir botanique des Indiens. En tant qu'ethnobotaniste, je m'étais fixé comme mission de recherche de tenter de comprendre le lien symbiotique entre la culture des Indiens Shipibo-Conibos et le règne végétal. Très vite, mes interlocuteurs chamans m'ont vivement conseillé, pour comprendre les liens qui les unissaient aux plantes, de participer à une de leurs cérémonies chamaniques. D'abord réticent et angoissé à l'idée d'utiliser les plantes de vision, selon leur paradigme, j'ai finalement accepté l'invitation, et après une diète de quelques jours, j'ai pris pour la première fois le breuvage ayahuasca. Cette expérience allait profondément bouleverser mon existence. Et cela pour plusieurs raisons. À travers l'expérience de l'ayahuasca, j'ai pu établir un dialogue intime, à la fois cognitif et somatique, corporel, avec l'esprit de la plante. Une étrange rencontre avec une intelligence et une conscience végétale au savoir immémorial qui m'a guidé et orienté dans mes questionnements. À la suite de cette première expérience, j'ai décidé d'orienter mes recherches sur l'ayahuasca en questionnant celle-ci directement dans l'expérience visionnaire. J'ai donc multiplié les cérémonies et développé une approche du sujet de manière pluridisciplinaire. Au fil des expériences avec l'esprit de la plante, j'ai reçu des enseignements sur la conscience, l'esprit, le temps, la vie et la mort. De nombreuses visions faisaient clairement référence à des notions existant en physique moderne, montrant la nature relative du temps et de l'espace, l'importance de la conscience pour voyager dans les méandres visionnaires, le besoin d'expérimenter la dimension fractale du monde ou de percevoir de façon simultanée les réalités multiples de multivers quantiques de la conscience. L'ayahuasca m'a permis de faire des connexions et des liens que je n'aurais jamais réussi à concevoir seul. J'ai donc décidé de faire, dans mes recherches, des passerelles entre le savoir chamanique et les sciences contemporaines, de tenter de comprendre au regard des enseignements de l'ayahuasca des concepts comme l'inconscient collectif, la nature, la fonction des rêves, les archétypes, l'idée d'un monde unifiant, l'esprit et la matière, et cette fameuse notion de synchronicité développée par Carl Gustav Jung et Wolfgang Pauli.
Rencontre avec Ernesto. En 2008, sur le conseil d'un ami vivant à Pucallpa, sur les rives du rio Ucayali, je décide de partir sur le rio Calera pour tenter de rencontrer un chaman métis du nom de Don Ernesto. On m'avait recommandé ce chaman pour sa capacité à connaître l'avenir et comme spécialiste des rêves. Après plusieurs jours de voyage en pirogue collective sur les méandres du fleuve, je parvins à retrouver Ernesto dans la petite communauté Shipibo où il résidait. Notre première rencontre fut joviale, sous le signe de l'humour et de la plaisanterie. L'humour a toujours été pour moi un passeport, un moyen de contact sincère qui m'a permis de gagner l'amitié et la confiance de mes principaux maestros. Il était difficile de donner un âge à Don Ernesto, son corps noueux et voûté contrastant avec une espièglerie juvénile. Ernesto était un chaman tabaqueros, utilisant le tabac, la plante la plus sacrée en Amazonie, pour soigner et être connecté à l'univers par les rêves. Lors de notre premier entretien, j'exposai mes attentes et sujets de recherche à Ernesto. Celui-ci me regarda et m'écouta sans dire un mot, tout en fumant sa magnifique pipe sculptée en forme de colibri. Après un monologue de ma part de plus d'une demi-heure, Ernesto me sourit et me dit « Oui, je peux effectivement t'enseigner des choses, mais pour cela, il va falloir faire une diète. » Dans le chamanisme amazonien, la diète initiatique est le moyen par lequel les chamans obtiennent leurs enseignements, leurs pouvoirs directement auprès de la nature. Il s'agit d'une période où l'impétrant va vivre un isolement social, modifier son régime alimentaire en supprimant le sel, le sucre, les graisses et les viandes, cela afin de rendre son organisme plus réceptif. Le but premier de la diète est de rompre avec un mode de vie linéaire. Le chaman donnera à diéter, entre guillemets, l'impétrant une ou plusieurs plantes enseignantes qui auront pour fonction de l'enseigner dans les rêves et par le biais de nombreuses synchronicités. Ernesto me proposa donc de rester avec lui pendant un mois et de commencer la diète. Le soir, dans sa petite maloca, il me souffla du tabac pour savoir quelle plante il allait me donner à diéter. Dans l'obscurité, je l'entendis chuchoter le nom de Chouchouwazi. L'initiation chamanique et les signes. Le lendemain matin, Ernesto me dit qu'il allait, en accord avec les esprits de la forêt, me donner à diéter un arbre du nom de Chouchouwazi. Mais d'abord, me dit-il, il va nous falloir nettoyer ton corps. Pour cela, il me donna à boire un breuvage infect d'une plante vomitive que l'on nomme la Yawar Panga. Pendant plusieurs heures, j'ai bien cru vomir tous mes organes. Puis le soir venu, Ernesto me conduisit dans un petit abri de palmes distant d'environ 200 mètres de sa maison au cœur de la forêt. Là, il me donna à boire un verre de jus de tabac et me souhaita une bonne nuit. Très honnêtement, j'étais terrifié. La forêt était habitée de 1000 présences invisibles, et mon imaginaire s'emballait au moindre bruit. Épuisé, je ne parvins à m'endormir qu'au lever du soleil. Mon sommeil fut cependant de courte durée, car Ernesto me réveilla en début de matinée pour me donner à boire ma première décoction rougeâtre d'écorce de Chouchouwazi. Au fil des jours, la diète avait profondément modifié ma perception du monde. J'étais devenu plus sensible, plus attentif. Je pouvais ressentir avec mon corps dans son ensemble la présence subtile des autres êtres vivants. Le temps semblait aussi se distordre, laissant ressurgir le passé dans le présent. Perceptions et mémoires semblaient se confondre. La réalité et le monde des rêves s'unifiaient. La diète avait réveillé en moi une dimension instinctive et m'ouvrant des portes d'un univers spontané où ma conscience était en harmonie avec l'environnement. Mes sens étaient aiguisés, exacerbés. Mes journées étaient ponctuées de nombreuses siestes, lors desquelles les esprits des plantes se manifestaient dans les rêves pour m'enseigner. Je devinais une étrange unité entre ma conscience et la réalité. Pour tenter de mieux comprendre, j'essayais d'expliquer à Ernesto le concept de synchronicité développé par Jung et Pauli en lui relatant des exemples. À mon plus grand étonnement, les synchronicités semblaient très familières à Ernesto. Lui, il les appelait simplement les signes. Pour créer les signes, tu dois redevenir comme un animal, spontané et entièrement attentif, me dit-il. J'esquissai un sourire pour lui dire qu'il était impossible de créer des synchronicités, signes. C'était pour moi à l'époque un phénomène par nature incontrôlable, car acausal. Mais, pour Ernesto, la production des signes était une science de l'esprit,
un savoir qu'il était possible d'apprendre. Continue ta diète, et bientôt les arbres, les rochers, les animaux, les vents et les rivières vont t'enseigner le savoir des signes, poursuivit-il avec malice. Plus les jours passaient, plus les effets de la diète s'amplifiaient. J'avais développé une forme étonnante de conscience intuitive. Mes pensées et mes émotions, tout ce qui est du domaine de la subjectivité, trouvaient un écho, un miroir à l'extérieur dans la réalité. Ma conscience et la nature semblaient unies par un lien harmonieux. Mes pensées et intentions étaient synchrones avec l'environnement forestier. Je percevais des rythmes inconnus, des rituels biologiques, qui étaient d'une importance fondamentale. Chaque matin, j'étais fasciné par le chant collectif des oiseaux au moment du lever du soleil. Mon corps donnait des informations à ma conscience, et spontanément des idées et des pensées fleurissaient dans mon esprit. Je comprenais que ce chant collectif n'était pas simplement une euphorie due au retour de l'astre diurne. C'était un rituel collectif, dont la fonction était d'appeler le soleil, d'assurer son retour. Ma conscience se diffusait dans l'environnement. La forêt était devenue le support de ma cognition, et mon corps un récepteur d'informations. Après 20 jours de diète, je me retrouvais un matin dans un état très agité, impossible de trouver le repos. L'agitation cessa lorsque, de façon synchronistique, mon regard se fixa sur un paresseux juste devant moi. Mon quotidien était devenu une vaste synchronicité. La diète avait réveillé en moi un instinct qui reliait mes intentions à tout un ensemble de signes qui se manifestaient dans la réalité. Un soir, je décidai d'en parler à Ernesto. Avec un sourire, il me dit que je venais d'entrer dans la compréhension du monde des signes. Il y a quelques années, Ernesto avait servi de guide auprès d'un naturaliste anglais. Il était donc familiarisé avec quelques concepts de la biologie moderne comme la théorie de l'évolution. Tu sais, Romualdo, la nature n'est pas une compétition. Il faut la voir et surtout l'entendre comme une musique faite de rythme, d'harmonie. Et c'est pour cela que nous, les chamans, nous utilisons des chants pour entrer en relation avec la vie. La nature est comme une mère qui pourvoit aux besoins de ses enfants. Regarde les animaux de la selva, jungle. Chacun de leurs besoins trouve une réponse. Quand tu fais la diète, tu retrouves ta part et ta sensibilité animale. Et c'est par cette part animale que tu peux alors recevoir les signes qui sont des réponses de la nature et de l'univers. En écoutant Ernesto, je comprenais que notre perception des synchronicités était en fait liée à une dimension instinctive de notre être. Il m'avait également expliqué qu'il nous est plus facile d'observer et de créer des synchronicités en utilisant des animaux ou des images de ceux-ci, car selon lui, nous avions encore en nous des aptitudes de nos ancêtres chasseurs-cueilleurs, dont la capacité à rechercher ou éviter les animaux était absolument vitale. La vision d'un ondulien et les lignes de vie. Ma diète étant terminée, Ernesto était plus disponible pour m'instruire sur sa capacité à produire des synchronicités, et surtout à recevoir de l'information en provenance de l'avenir. À cette époque, il m'était difficile de comprendre les enseignements d'Ernesto, car il défiait mes propres conceptions du temps, de l'espace et de la causalité. Je sentais qu'il me manquait un cadre conceptuel. Ernesto parlait d'une science de la surprise, en lien avec notre capacité à se souvenir. Usant de métaphores, il me disait qu'une partie de notre conscience vivait en dehors de l'espace et du temps. Cette conscience extratemporelle était similaire à la vision d'un aigle qui surplombe un fleuve, capable de voir loin, en amont comme en aval. Nos vies, me disait-il, selon ce point de vue, comme des réseaux multidimensionnels des motifs traditionnels des Indiens Shipibo, comme les embranchements d'un arbre gigantesque, ou encore les multiples méandres d'un fleuve. Mais l'expérience vaut mieux que les discours, me dit-il. Pour mieux voir ces lignes de vie, je vais préparer pour toi une ayahuasca du ciel qui te permettra de voir au-delà du monde et du temps. L'une des particularités les plus originales de l'ayahuasca est de révéler de l'information, du savoir, à son expérimentateur. Au début de la cérémonie, l'expérienceur pose une intention à l'esprit de l'ayahuasca, un questionnement afin de recevoir un enseignement spécifique. J'ai réalisé cette expérience de très nombreuses fois. La plupart de mes hypothèses présentées dans mes ouvrages ont pour origine les enseignements de l'ayahuasca. On peut questionner l'esprit de la plante sur toutes sortes de sujets, d'ordre personnel ou universel, la création de l'univers, le sens de la vie, les mystères du vivant, etc.
et sur les conseils d'Ernesto, j'avais décidé de questionner l'ayahuasca sur la nature du temps et de la réalité. Après avoir absorbé le breuvage, je me concentrais sur mon intention envers l'esprit de la plante. Mentalement, je lui demandais de m'apporter de l'information sur le temps et la structure du réel. Rien que ça. Ernesto avait préparé pour cette cérémonie une ayahuasca bien forte qui me propulsa hors de notre monde phénoménal. J'avais la certitude d'être au-dessus de l'univers, de l'observer d'un point de vue atemporel. Dans cette vision, il m'était donné de voir une entité qui ressemblait à un serpent ou à un ver. Cette créature se balançait doucement de façon ondulatoire, évoquant par son mouvement des concepts comme la dualité, la symétrie, l'union des opposés. Intuitivement, l'ayahuasca me montra que c'était le balancement ondulatoire de cette entité qui créait la réalité de manière simultanée à différents niveaux d'organisation du réel. Je percevais cette créature aux échelles microscopiques et macroscopiques. Je pouvais voir dans l'infiniment petit cet être générer les constituants ultimes de la matière. Par ces ondulations rythmiques, je voyais des vibrations créer en alternance des symétries, des dispositifs harmoniques, des entités duelles binaires. À une autre échelle microscopique, je voyais cette entité conférer ses propriétés à l'ADN, donner le mouvement aux protéines, le rythme aux chromosomes, induire la division cellulaire, etc. Je percevais ensuite cette entité dans l'infiniment grand. Celle-ci englobait tout le cosmos, l'univers entier était contenu dans cette créature depuis son origine. Cet être était en fait le temps. J'entendis une voix dans mon esprit me dire que cette entité était un ondulien. Il y avait dans cette révélation l'idée d'un mouvement créatif et l'idée du lien, d'une créature qui relie par son mouvement tous les niveaux d'organisation du réel. Cet ondulien annulait en sa structure et son ondulation toute séparation. L'espace et le temps y étaient identiques, enchevêtrés. Mon voyage chamanique se termina par une vision de cet être à différents niveaux de la réalité, et cela de façon simultanée. Je voyais l'ondulien produire les particules élémentaires, créer les rythmes qui génèrent le vivant. Je contemplais la danse des cellules, mais aussi à un autre niveau, les rythmes biologiques des espèces, les mégarythmes des écosystèmes. Dans le domaine culturel que cette entité reliait également, je voyais les rythmes biologiques se transformer en mélodies, en synchronisation à cet instant de la cérémonie avec les chants Icaros d'Ernesto. J'avais ensuite la vision de danse traditionnelle. Nos propres processus cognitifs étaient empreints des qualités de l'ondulien. Après 4 heures de cérémonie intense, les visions ont peu à peu laissé la place à quelques patterns, motifs, diaphanes, qui s'estompèrent lentement dans l'obscurité de la nuit. Je finis par m'endormir, pensif et apaisé, en écoutant toujours de manière synchronistique, avec les enseignements de la cérémonie, les rythmes hypnotiques des créatures nocturnes de la selva.